donc la présentation a été faite. Moi, je m'appelle Gaël Poupard, je suis intégrateur web depuis au moins 10 ans, un peu plus. Et donc, je suis spécialisé sur l'accessibilité, le HTML et le CSS. C'est mon cœur de métier. Et aujourd'hui, je vais vous parler des graphiques de données avec HTML, CSS et tout ce qu'on peut faire en se passant de JS autant que possible. Comme on l'a dit, je travaille pour Orange Business Service. On a un stand de Orange à droite de l'entrée. J'aurai pas le temps d'arriver à la fin de mes slides. Il y aura beaucoup de questions probablement, donc je serai disponible demain matin toute la matinée sur le stand d'Orange pour répondre aux questions. On va attaquer. Je commence par recentrer sur HTML, CSS et le web en général en fait. Tout ce que vous allez faire sur le web systématiquement, peu importe votre travail, tout ce que votre utilisateur verra, c'est une interface en HTML et en CSS. Vous pouvez mettre tout l'outillage que vous voulez. Naomi a fait une super présentation là-dessus. Derrière, ce qui sortira pour l'utilisateur, c'est un fichier CSS. Tim Berners-Lee, quand il a créé le web et qu'il a vu que ça commençait à partir en vrille avec des images partout et ce genre de choses, a défini une liste d'axiomes pour le web qui devraient être respectés, qui devraient être la norme. Mon préféré, c'est le principe de moindre pouvoir, qui stipule que tout ce que vous pouvez faire avec le moindre ressource possible, vous devez le faire de cette façon-là. C'est un truc qu'on a un peu perdu de vue dans le web depuis 20 ans. À côté de ça, vous avez KISS, Keep It Simply Stupid, le design modulaire, la tolérance ou la décentralisation. C'est aussi des choses qu'on a un peu perdues depuis 20 ans. Définition du graphique de données. C'est donc un ensemble de clés avec une ou plusieurs valeurs disposées sur une échelle. Voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut avec une petite mise en forme jolie. On va un peu se focaliser là-dessus. Ensemble de clés, valeurs disposées sur une échelle. Wikipédia a une page incroyablement longue sur les graphiques de données. Piqûre de rappel. En HTML, vous n'avez pas beaucoup de choix pour baliser sémantiquement des éléments et associer des clés à des valeurs. Vous avez les listes de définition, des L, des T et des D, et vous avez les tableaux de données. Systématiquement, à partir du moment où vous avez envie de présenter des données sous forme de graphique, vous pouvez être sûr et certain que l'élément HTML qui correspond à ça, c'est le tableau. C'est pas sexy, ça renvoie aussi à il y a 20 ans, mais c'est ça que vous devez faire pour baliser vos données. On va prendre un premier exemple de tableau à ma sauce. Ça est un peu différent de ce que vous avez pu voir depuis un moment. Pour commencer, je vais juste faire un petit focus sur la sémantique. On a la balise table. Systématiquement, vous devez avoir une balise caption en tant que premier enfant pour intituler le tableau. C'est indispensable, sinon une technologie d'assistance ne restituera aucun titre. Et ensuite, vous avez head, body, éventuellement foot, avec toutes les balises qui vont bien. Les attributs scope sur les cellules d'entête aussi, qui sont primordiaux pour bien associer les données à leur clé, à leur en-tête. Ici, pour faire simple, on a un attribut style sur la balise tableau qui va stipuler l'échelle. On a une valeur numérique qui est à 3000. C'est une CSS Custom Property assez standard. Et ensuite, vous pouvez voir que pour chaque TD, on va avoir la même chose, mais avec la valeur. Là, on a toutes les données pour faire un joli tableau important. De base, un tableau, il va rendre comme ça. Vous avez le caption en haut, l'entête de colonne, les entêtes de ligne, et puis nos valeurs. Avec un tout petit peu de style, là, on n'a rien de miraculeux, c'est juste du CSS2, voire 1 pour certaines propriétés. On va déterminer le caption side, en l'occurrence, je vais le mettre en bas. Le fait que les bordures ne soient pas séparées, qu'il n'y ait pas d'espace entre les bordures, que les cellules vides soient cachées, tout ça, c'est du vieux CSS, sauf Contain, qui est assez récent. Donc ça donne ça, avec un tout petit peu d'aménagement, et là, n'importe quel navigateur sait faire ça. Derrière, on va avancer, on va commencer à structurer l'affichage pour que les styles utilisent vraiment les custom properties qu'on a vues avec les données. Ici, ce que je vais faire, c'est générer une grille avec donc, le module grid de CSS, qui est très en vogue en ce moment, et définir 3 colonnes. La première avec la fonction repeat, qui va se répéter, enfin avec la fonction minmax, pardon, qui va servir aux cellules d'entête. Donc, avec le mot-clé min-content qui va stipuler que la cellule ne pourra jamais être plus petite que le plus petit intitulé de contenu, et 15 EM en maximum. Ensuite, c'est là que la magie opère. On utilise la même fonction repeat de CSS Grid, qui va se répéter autant de fois que la variable scale qui est posée sur le tableau dans un style en ligne. Cette variable scale, si vous vous souvenez bien, c'est 3000 dans mon exemple. Donc là, on va générer une grille avec 3000 colonnes.
juste comme ça. Et une dernière colonne en 10CH, vous verrez après pourquoi. Pour placer les éléments, chaque cellule d'entête est dans la première colonne de la grille, et ensuite les TD vont être placés à partir de la deuxième jusqu'à leur valeur. C'est-à-dire que si vous avez une valeur de 2000 sur une cellule, elle va occuper les 2/3 de la grille totale. Et donc ça donne ça. C'est hyper simple et c'est 15 lignes de CSS. Pour l'instant, il n'y a rien de trop compliqué si vous êtes déjà un peu familier des CSS grids. Le petit détail dont je vous parlais, la troisième colonne qui est à 10CH, donc l'unité CH représente un caractère de la typo en cours d'utilisation. Donc on réserve un espace, une dernière colonne de 10 caractères, en fait, va nous servir à poser la valeur qui est dans un span, qu'on va clipper sur l'arrière-plan. Vous allez voir que comme ça, notre valeur va se retrouver tout à droite et avoir exactement la même couleur que le fond de la cellule. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un joli petit tableau. Hop, j'ai zappé une slide. On rajoute quelques éléments. Notamment sur le tableau, je définis encore un autre jeu de custom properties dans le CSS ce coup-ci. Je vais leur donner des noms rigolos, genre stripes et zig. En fait, ça va me servir pour déterminer des motifs visuels qui vont être répétés, qui vont permettre pour l'accessibilité de distinguer les lignes les unes des autres autrement que par la couleur. Si on les distingue uniquement par la couleur, on aurait des gros problèmes, notamment pour les gens qui sont touchés par le daltonisme. Donc là, on s'assure avec un jeu assez restreint de motifs en SVG, ce sont encodés en data URI, d'avoir une palette de motifs variés qu'on peut étendre à volonté. Et donc pour chaque cellule, en fonction de son index, donc la première, la deuxième, la troisième, etc., je vais appliquer un de ces motifs-là, histoire qu'il n'y ait jamais deux motifs identiques côte à côte. Et on applique un arrière-plan qui est assez simple. On a un linéaire gradient qui va grosso modo du rouge au vert, et on va le dimensionner en fonction de la valeur sur l'échelle. Ça veut dire que la ligne en question, plus elle sera loin du début, plus elle sera rouge, et plus elle sera proche du début, plus elle sera verte. C'est mécaniquement, l'arrière-plan est tiré. Donc ça donne ça. On a des petites transitions avec des couleurs qui tirent sur le violet au milieu, parce qu'entre le vert et le rouge, voilà, on a des trucs rigolos. On voit bien qu'on a un motif différent pour chaque ligne, ce qui permet de les distinguer visuellement. Et une indication, en fait, la couleur et le motif, du coup, servent à montrer la position sur l'échelle. Donc ça, c'est encore relativement simple. On va l'améliorer un petit peu avec quelques styles supplémentaires, notamment des styles pour les interactions au survol, ce qui permettra de mettre en surbrillance une ligne parmi les autres, et un petit quelque chose en CSS pour améliorer l'accessibilité pour les gens qui utilisent le mode de contraste élevé de Windows. Il y a une media query qui sert à ça. En fait, le mode de contraste élevé de Windows, par défaut, supprime tous les arrière-plans. Donc là, ce que je fais, c'est que je le remets, mais en utilisant des mots-clés de couleur. Vous les connaissez peut-être, ce sont des mots-clés système. Vous avez la même chose pour les fontes, notamment. Vous pouvez avoir des sérifs, sans sérifs, fantasy et tout ça. Ce sont des mots-clés qui sont interprétés par système. Windows calculera pas les mêmes valeurs pour ça que Linux ou macOS. On a la même chose pour les couleurs, donc Windows, button face, button shadow, button text, highlight. Et il y en a toute une palanquée d'autres. Ce sont des typos que le mode de contraste élevé de Windows, des couleurs que le mode de contraste élevé de Windows va pouvoir utiliser. Je ne vais pas vous faire de démonstration ici parce que basculer c'est un peu long, mais le tableau, une fois qu'on se promène, si j'arrive à survoler, voilà, on a un petit effet comme ça, et juste en CSS, on a écrit peut-être une trentaine de lignes de CSS, et c'est un tableau de données. C'est plutôt pratique, et on n'a pas besoin de JS pour faire ça. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que si on déporte nos valeurs sur le table dans les custom properties, au lieu de les avoir sur l'élément, on va pouvoir faire quelque chose encore plus rigolo. C'est que pour placer une cellule, on va pouvoir utiliser la valeur précédente en guise de position de début sur le graphique. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir faire un waterfall super simplement. Donc tous les gens qui sont habitués à monitorer des temps de chargement de page, par exemple, sont habitués à ce genre de graphique. C'est très simple à faire en CSS, en fait. On va continuer, le temps passe vite. Avec un diagramme linéaire, là, on va commencer à toucher à des choses beaucoup plus avancées en CSS. La structure est toujours sensiblement la même. On a un tableau. L'élément tableau porte deux valeurs importantes, x et y, qui vont servir à déterminer l'échelle dans les deux sens. Et sur la ligne d'un tableau, on va voir qu'on va répercuter toutes les données incluses dans les cellules. Par exemple, pour la ligne qu'on voit, là, la première donnée est à 8, si je lis bien.
Et en fait, vous la récupérez en custom property numéro 1. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on déporte une partie des données sur les custom properties en CSS et on a exactement les mêmes données dans le HTML et dans notre style. Ce qui va beaucoup nous servir par la suite. De base, ça donne ça. On a juste un joli tableau avec des colonnes. On peut imaginer autant de lignes qu'on veut, mais vous verrez ça après. On va commencer par appliquer une échelle. Là, c'est très simple. Pour pas trop s'embêter, l'échelle, on va la faire porter sur un pseudo-élément. Donc, on fait d'abord un padding top très important sur le tableau pour réserver un espace visuel. Et dans un pseudo-élément, on va utiliser un dégradé qui se répète. C'est un truc qui n'est pas très utilisé, mais qui est hyper efficace. Et on va lui dire de passer du blanc au noir presque transparent sur une variable qu'on a calculée nous-mêmes, donc qui est en fait l'échelle, enfin qui est basée sur l'échelle. Donc on va avoir, c'est pas très visuel, mais en tout cas on a des petites lignes qui sont mises à intervalles réguliers, qui va nous servir d'échelle pour placer les points. Ensuite, c'est là que ça devient rigolo. Pour ceux qui connaissent ou pas, la propriété ClipPath permet de restreindre la zone affichée d'un élément en fonction de tout un tas de choses. On peut dessiner des cercles, on peut dessiner des carrés, on peut dessiner des polygones. Et les polygones sont très simples à placer, puisque pour chaque point d'un polygone, on va mettre deux valeurs qui vont servir de position, en X et en Y. C'est pour ça que les premières variables que j'ai mentionnées sur le tableau étaient très importantes. Pour chaque point, donc on peut voir, par exemple, le premier point du polygone est à 0, 100%, ça veut dire en haut à gauche. Toutes les propriétés, donc tous les points, sont calculés en pourcentage depuis l'origine en haut à gauche. Vous n'avez aucun moyen de changer cette origine-là, mais c'est relativement simple à retenir. Donc 0, 100% à gauche, 100%, 100% en bas à droite, et vous avez toute la myriade autour. Ici, pour placer un point, on voit que le premier calcul va utiliser l'échelle en X, et le deuxième va se baser plutôt sur celle en Y. À chaque fois, on va récupérer la valeur. Le deuxième calcul est beaucoup plus intéressant, puisqu'on récupère la valeur en question, qui était 8, si je me souviens bien. On la divise par l'échelle pour savoir où la placer, et on bascule tout ça en pourcentage. C'est aussi simple que ça. Pour toutes les colonnes suivantes, on est obligé d'appliquer un décalage qui est offset, qu'on a calculé en haut, qui en gros reprend le nombre d'éléments qu'on va avoir, le nombre de colonnes qu'on va avoir, et on divise 100% par ça, on a un décalage, et comme ça on peut caler colonne par colonne. Pour FinStrap, ça donne ça. Là, en fonction des valeurs qui sont dans mon tableau, j'ai généré un polygone qui dessine la courbe de ces valeurs sur mon échelle. Ça fait pas tant de CSS que ça, mais là ça devient un peu compliqué entre les polygones et le calcul. Et ça marche très très bien, ce sont vraiment les données. Si on arrivait à compter les lignes, vous pourriez vérifier qu'elles sont bien placées. On va rajouter un peu d'interactivité, comme on a fait tout à l'heure avec la mise en surbrillance des lignes. Ce coup-ci, uniquement pour réafficher les données. En fait. Comme les points se retrouvent loin des intitulés de lignes et de colonnes, on va se permettre de faire un petit rappel en CSS. Donc pour accessibilité, ça n'a aucune valeur parce que ce CSS-là va être difficilement interprété. Par contre, visuellement, à l'interaction à la souris, ça va devenir intéressant. On se base sur des petites astuces. Hop, si j'y arrive, voilà. Qui en fait vont récupérer les données des variables elles-mêmes, les setter dans un compteur CSS. Donc ça aussi, c'est du très vieux CSS qui n'est pas très répandu, mais qui est hyper puissant. Il faut savoir qu'une variable CSS, en fait, va pouvoir être faiblement typée. Donc on va se retrouver avec des entiers, généralement, que la propriété constante d'un pseudo-élément ne peut pas afficher. Pour pouvoir l'afficher, il va falloir la convertir en chaîne de caractères. Et pour faire ça, on définit un nouveau compteur sur lequel on va appliquer comme valeur notre variable. Et à ce moment-là, la propriété de ce compteur-là devient une chaîne et reprend vraiment la valeur de la variable. On peut aller encore un petit peu plus loin. Je vous ai montré le polygone, le fait de placer tous les points. Pour faire une courbe comme ça, en fait, au lieu de venir refermer en bas à droite et en bas à gauche, on duplique tous les points, on rajoute juste un décalage, en l'occurrence de 4 pixels pour avoir l'épaisseur de mon trait. Et donc vous répercutez tous les calculs précédents des positions dans l'ordre inverse en ajoutant 4 pixels et vous retrouvez avec une ligne qui est plutôt bien faite. Des petits pseudo-éléments pour placer les points et on se retrouve avec un vrai petit graphique de données, voilà, toujours en CSS et basé sur un tableau. C'est un tableau, donc on peut mettre plusieurs lignes. Le graphique radar, c'est là où ça devient très rigolo et il va falloir que je me dépêche.
On a toujours le même principe, hein, je ne répète pas, on a l'échelle, les étapes, le nombre d'éléments. Sur un graphique radar, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une surface qui est inscrite dans un cercle et qui est censée reprendre selon plusieurs axes, définir la forme des propriétés de ce que vous représentez. On va faire ça sur un tableau en CSS. De base, ça ressemble toujours à un tableau. On va refaire un arrière-plan pour montrer l'échelle en utilisant ce coup-ci les repeating radial gradient, qui fonctionnent exactement de la même façon, sauf que là, pour calculer les étapes de mon dégradé, je vais me baser sur le rayon du cercle et sur l'échelle. Donc on arrive à ça, on a toujours notre tableau qui se promène, pour l'instant j'en ai rien fait, mais on arrive à une petite échelle qui ressemble à une cible. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est placer tous nos axes. Justement, chaque colonne va représenter un axe du graphique radar. Donc il va falloir les distribuer autour du cercle. Ça, c'est fait à l'aide de la propriété transform. Une des particularités de cette propriété-là, c'est que toutes les valeurs que vous mettez dedans sont appliquées dans l'ordre où elles sont déclarées. Vous intervertissez deux des propriétés, par exemple Translate 3D et Rotate, et vous n'avez pas le même résultat. Donc il faut faire très attention à ça, c'est assez sensible. Mais c'est très intéressant. Donc le premier point, tous les éléments sont placés en position absolue et prennent un quart de la surface. En gros, je les mets à 50%, 50%. Donc je les place au centre avec Translate 3D. Ensuite, je les fais tourner en fonction de leur index. Donc en l'occurrence, dans le CSS, vous définissez le premier élément à un index de 1, le deuxième de 2, etc. Et comme ça, tout est implémenté dans le calcul. Et en fonction du nombre d'éléments qu'on avait passé sur le tableau en Custom Property, vous êtes capable de savoir de combien vous devez tourner votre élément en fonction de son index. Et derrière, je le décale juste pour qu'il soit à l'extérieur du cercle. Là, en l'occurrence, on parle d'ETH si vous avez repéré le sélecteur d'attribut scope. Ça donne ça. Pour l'instant, on n'a pas encore notre représentation de données. Donc on va pousser un petit peu, placer les points. En fait, pour avoir, si vous représentez un graphique radar, vous devez avoir une forme entre deux points qui ressemble vaguement à un triangle. On va se rebaser sur ClipPath et Polygon pour placer ces points-là en fonction des valeurs. Donc, comme on a vu sur le waterfall, on va utiliser la valeur précédente et la valeur en cours pour déterminer ce triangle-là. Le calcul est très simple, on n'a que 3 positions, et du coup c'est très vite placé. On se retrouve avec toutes nos formes superposées qui, là encore, prennent un quart de la surface. Il faut vous imaginer toutes mes cellules qui sont superposées, avec en bas à gauche le point précédent et en haut à droite le point en cours. Maintenant, il va nous falloir distribuer ça autour du cercle, en partant du centre. C'est relativement facile. Là, j'ai piqué l'idée à Sarah Swedon. Je n'ai pas cité tous les gens, mais vous avez vu des liens un peu partout. Il y a plein de monde qui m'a inspiré tout ça. L'idée, ça va être d'incliner les éléments pour qu'ils représentent une portion du cercle. En l'occurrence, on a vu toutes les formes dans le web sont carrées de base, enfin rectangulaires, donc vous avez des angles droits. En l'occurrence, j'ai 7 éléments à distribuer sur 360 degrés, ça ne fait pas un angle droit. Donc il me faut déformer les éléments pour qu'ils s'inscrivent là-dedans. C'est ce qu'on fait avec la fonction screw de CSS. Et en fonction du nombre d'éléments, on arrive à placer nos choses comme ça. Là, on voit bien qu'on a le bon angle. Par contre, on voit aussi que les points ne coïncident pas, les points précédents. Et c'est très simple parce qu'en fait, on a incliné la forme, donc on n'a plus un angle droit. On peut le voir, ça c'est juste une capture de Firefox qui nous montre la transformation. À l'origine, on a notre carré jaune. Le résultat, c'est le trapèze bleu. Pour corriger ça, il va falloir faire un peu de trigonométrie. La clé là-dedans de ce calcul, c'est l'hypoténuse qu'on voit formée par la déformation. En fait, pour placer le point correctement, il va falloir qu'on calcule le ratio entre cette hypoténuse et sa longueur de base, qui était le côté du carré. Toutes ces valeurs-là, on les a ou presque. On a un peu de maths à faire. Il y a un grand malade qui a implémenté plein de représentations polynomiales de ces calculs-là, les sinus, les tangentes, les cosinus, tout ce que vous imaginez, en CSS pur. Je ne sais pas combien de temps ça a pu lui prendre, mais c'est hyper bien documenté. Et donc, la loi des sinus stipule que la mesure d'un côté et sur le sinus de son angle opposé est une constante au sein d'un triangle. Donc vous avez les équivalences pour chaque angle et chaque côté. Tout ce dont on a besoin en entrée, c'est donc de connaître l'angle opposé, de le convertir en radian, c'est la deuxième ligne. Et en fonction de ça, on a tout un petit tas, 5 calculs très complexes, enfin voilà, plein de choses, qui vont nous permettre de calculer le ratio en dessous entre le côté de base et l'hypoténuse,
Et ce ratio, appliqué à la première position, celle qui est déformée, va nous permettre de corriger la forme. Et on se retrouve avec un graphique radar complet en CSS, en une trentaine de lignes de CSS, qu'on peut complexifier à volonté. C'est toujours un tableau, donc on peut toujours superposer les lignes. On peut avoir des interactions rigolotes aussi. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi on s'embête avec du JS. Je ne vais pas avoir le temps de faire tout ça. Donc je vais passer, parce qu'on peut faire encore plein de choses, vous imaginez pas. Petit détail ici, je vous ai dit qu'on n'avait pas forcément besoin de JS. En réalité, pour l'accessibilité, on a besoin un petit peu, un tout petit peu. Si j'arrive à revenir en arrière, hop, voilà. En fait, Adrien Roselli, un expert en accessibilité qui est un des grands pontes du domaine, a découvert il y a quelques années que dès qu'on changeait la propriété de display d'un tableau, sa sémantique exposée pouvait changer. Et c'est notamment gênant pour les lecteurs d'écran qui, du coup, en arrivant sur ce genre de choses, ne peuvent plus voir que c'est un tableau. C'est dommage, c'est contre-productif. Ce qui est rigolo, c'est qu'en ayant juste une classe parente sur le conteneur et un petit bouton de switch, bah, en fait, on peut juste dégager la classe parente, les styles arrêtent de cascader sur mon tableau et on retrouve le tableau originel. Donc on met juste un interrupteur devant et on bascule du mode complètement personnalisé graphiquement au mode tableau HTML de base, ce qu'une libJS vous demande des heures de boulot pour faire généralement. Donc voilà, il y a encore plein d'idées avec les propriétés all, les scroll stamps pour gérer les paginations et ce genre de choses, les fonctions attributs et counters qui vont évoluer pour être typés, les shapes, les régions, les exclusions, Houdini, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc essayez de vous amuser avec tout ça parce que franchement on peut faire des trucs de fou et les gens s'en rendent pas compte. Voilà.